Je vais inviter Philippe Héon à venir. Vous êtes directeur des stratégies environnementales et territoriales à la communauté d'agglomération de Grand Châtellerault et vous êtes également auteur d'ouvrages de philosophie, notamment de philosophie sur la politique et sur l'énergie. Oui, merci Johan, bonjour à tous. Oui, si je décrivais ma fonction, mon poste dans la collectivité de Grand Châtellerault, je dirais que je fais de la philosophie appliquée en environnement de politique publique. Heureusement, ça n'apparaît pas dans ma fiche de poste parce que je pense que je n'aurais pas été recruté sur cette base-là. Bon, je le dis en passant. En tout cas, merci de l'invitation. Merci à Evan d'avoir introduit déjà des références philosophiques dans cet environnement scientifique. Je vais commencer par préciser pourquoi on a besoin de philosophie dans ces politiques publiques qui concernent le climat, que ce soit l'adaptation, que ce soit l'atténuation. Une politique publique, c'est d'abord du discours. Et ce discours, il mobilise très souvent, on en a eu des exemples ce matin, des concepts qui ne sont pas neutres au plan de l'histoire des idées. Donc ils ont un passif qu'il s'agit aussi, parce que ça a une utilité, de déconstruire. La notion d'adaptation renvoie évidemment aux théories évolutionnistes et à l'usage que certains philosophes libéraux ont pu en faire, par exemple. Ça n'apparaît pas dans le discours actuel. Peut-être qu'on a intérêt à le faire émerger. C'est valable également pour la notion de sobriété, pour la notion de planification dont on parle beaucoup aujourd'hui. Tout le monde se précipite aujourd'hui sur la planification sans s'interroger sur la pertinence de la notion par rapport à l'action publique. Deuxième point important, cette production de discours dans les politiques publiques, elle a une vocation ou une ambition pragmatique, c'est-à-dire qu'elle prétend produire des effets. Autrement dit, elle prétend avoir un certain ancrage dans la réalité qui doit se mesurer. On a fait le constat ce matin et on le fait régulièrement. Nous sommes bien loin d'atteindre les objectifs qu'on se fixe régulièrement. Qu'est-ce qui se passe entre le discours et la réalité pour qu'on soit si frustré par rapport à la fécondité de ces politiques publiques? Troisième point, eh bien précisément ce constat constitue un merveilleux terrain d'investigation pour la philosophie. Au plan théorique, pour se demander mais qu'est-ce qu'on appelle réalité pour qu'elle soit aussi peu présente ou de quel type de réalité on parle. Mais je pense qu'il y a aussi un terrain d'action pour la philosophie, en tout cas si on adopte une posture pragmatique, et elle existe dans l'histoire de la philosophie. Si j'avais, alors j'ai intitulé mon exposé ou sous-intitulé politique publique et philosophique, j'aurais pu faire un mix de Proust et de Freud en disant à la recherche du principe de réalité. Parce que c'est ça, en fait, que je fais, à la recherche du principe de réalité. Et en fait, il s'agit toujours, et quand je dis toujours, c'est réellement à chaque instant, je vais vous le montrer par des exemples, de lutter contre cet art qu'ont les organisations d'éloigner justement la réalité sur laquelle on devrait agir et dans laquelle on prétend obtenir des effets. Et j'inclus dans ces organisations également le monde de la recherche. Alors évidemment, ça pose problème, mais on en a vu aussi des exemples ce matin. Ça ne veut pas dire que la recherche n'a pas de sens, mais en tout cas, elle a, comme toutes les organisations, cette capacité à éloigner la réalité qu'elle prétend modifier. 3 exemples pour montrer en quoi consiste cet exercice philosophique de poursuite de la réalité. Premier exemple, l'atelier de la fresque du climat, que vous connaissez certainement tous. On l'a fait avec une trentaine d'élus il y a un mois, maintenant 1 mois et demi. Très intéressant sur la phase, on a parlé, c'est Victorine, je crois, qui parlait d'information, de formation. Très intéressant pour les élus. Ils découvrent les schémas ou le processus causal du changement climatique. Ils apprennent des choses. Et puis, comme souvent dans ces ateliers, parce qu'on croit bien faire, justement, il y a une phase préconisation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors là, on passe au Café du Commerce. Alors je ne sais pas s'il est associatif, ce Café du Commerce, mais en tout cas, on y parle beaucoup d'actions, mais on se contente en fait de parler des actions dont on parle déjà dans des documents qui sont formatés, qui sont écrits, etc. Autrement dit, des élus qui sont pourtant en position de décider et qui sont en position eux-mêmes d'écrire ces programmes d'action, ne font que ressasser ce qu'ils ont déjà entendu dans le discours médiatique, à savoir il faut toujours des circuits courts, il faut toujours rénover les logements, il faut toujours produire plus d'ENR, etc. Ils oublient à ce moment-là qu'eux-mêmes ont soutenu un plan climat avec des actions, et donc ils oublient eux-mêmes
le contexte de réalité dans lequel il est si difficile de réaliser ou de mettre en œuvre ces actions. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième situation, je parle situation parce que j'aime bien cette notion parce qu'elle décrit une scène relativement limitée au sein desquelles on peut donner de la pertinence à des concepts philosophiques ou à des principes. Deuxième situation, la crise du Covid. 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, les collectivités ont fait preuve, en tout cas la mienne, je pense que c'est général, d'une remarquable capacité d'adaptation dans cette situation qui est caractérisée par un manque, pas total, mais un manque relatif de connaissances. Autrement dit, situation qui est caractérisée par une grande incertitude. Ça n'a pas empêché les décideurs de décider, ça n'a pas empêché les services de fonctionner du jour au lendemain de manière complètement différente. Et donc on a là l'exemple d'une situation où on a touché du doigt la réalité parce qu'elle a justifié aussi des décisions immédiates. Le problème, c'est qu'une fois cette crise passée, alors peut-être par défaut de formation, on est incapable, dans une organisation comme la nôtre, de réfléchir sur ce qu'on a fait et sur le fait qu'à ce moment-là, précisément, on a été capable de toucher de la réalité et de donner du sens à la notion d'adaptation. Autrement dit, on perd le bénéfice de cette situation par manque de réflexion sur la situation. La vie continue dans l'organisation et cette organisation, comme je l'ai dit, elle a la capacité, cette capacité en fait d'oublier ce qu'elle a elle-même vécu. Troisième situation, et c'est ce que vous avez sous les yeux. On a programmé en 2021 plantation de haies sur plus de 3 km, 4 km sur le territoire, sur le long des chemins ruraux. Opération relativement classique, beaucoup de collectivités font ça. Il y a des appels régionaux pour financer ce genre d'opération. Ce qui était caractéristique et intéressant dans cette opération, c'est qu'elle faisait suite, et on l'a présenté comme ça, à un programme de recherche lancé en 2015 autour de la réserve du Pinail, qui est une réserve naturelle sur notre territoire, qui portait sur impact du changement climatique sur les espèces emblématiques du territoire. Ce travail a donné lieu à une thèse et, très intéressant, on a travaillé sur la modélisation des aires de répartition, leur évolution dans les différents scénarios climatiques du GIEC. 2019, on fait une réunion publique pour dire on va restituer les résultats de ce travail de recherche. On communique, on en profite pour communiquer sur la nécessité de l'adaptation au changement climatique. C'était très bien, c'était une bonne réunion publique, et puis on se dit on va continuer dans l'opérationnel, donc on va justifier un certain nombre d'actions sur la base de ce travail scientifique, donc on plante des haies, avec tout un argumentaire sur la résilience, sur la nécessité de maintenir l'eau dans les sols, sur la biodiversité, et les scientifiques donnent de bonnes raisons de faire. Et puis on découvre quoi ? Malgré l'intérêt des communes, parce que c'est elles qui sont propriétaires des chemins ruraux, on découvre un tas d'autres motifs de ne pas faire. C'est-à-dire les agriculteurs, eux, ça les embête parce qu'il y a la PAC. Les élus, ils ont peur de rentrer en conflit avec les agriculteurs. Il y a une question importante qu'on n'avait pas vu venir, c'est qu'une haie, ça coûte cher. Entretenir une haie, planter une haie, c'est rien. Mais l'entretenir sur 10, 20 ans pour qu'elle produise les services écosystémiques qu'on attend d'elle, ça coûte de l'argent. Et pour une petite commune, c'est une réalité, on va dire, qui pèse beaucoup plus que celle du climat. Alors, dans cette myriade, dans ce kaléidoscope de réalité, malgré tout, on a fini par percevoir où était la réalité du changement climatique sous la forme d'un dilemme très simple. Vous avez à droite un des chemins ruraux le long desquels on va planter une haie. Question qui se pose, qui ne serait peut-être pas posée il y a 5 ans. Cette haie qui va nous permettre de retenir l'eau dans le sol, elle a elle-même besoin d'eau, on l'a évoqué tout à l'heure. Et ces plants qui vont être tout petits, dont on attend qu'ils grandissent, ils vont avoir besoin d'eau. Qu'est-ce qu'on fait s'ils meurent ? Ou qu'est-ce qu'on fait si on pressent qu'ils vont mourir ? On arrose ou on n'arrose pas ? Ce dilemme, c'est la réalité de l'adaptation au changement climatique. Et les scientifiques, mes collègues de GEREPI, ont la réponse. Ils disent on n'arrose pas, parce que le système racinaire, et je ne vais pas vous expliquer, vous savez ça mieux que moi, c'est une maladaptation, comme on dit. Donc on n'arrose pas. Mais
l'intérêt de la philosophie, ça va être de dire, sur cette situation hyper précise, eh bien, on touche du doigt la réalité de l'adaptation au changement climatique, et donc il va falloir un discours là-dessus, il va falloir, expliquer aux élus, expliquer au public que là, il y a une réalité qui est en train de changer et qui nous impose certaines décisions. Merci de votre écoute. Merci. J'imagine qu'il va y avoir des réactions suite à cet exposé. Est-ce qu'il y a des questions? D'abord, la première question, ou une constatation. Pour une commune, c'est vrai, une ça coûte cher, mais la mutualisation à travers les régions et les métropoles, je crois que c'est pour ça que ça existe, non? Oui, tout à fait. Alors, la question de la mutualisation des moyens, elle s'est pas immédiatement, mais elle s'est posée, et ce qui rend le projet intéressant, effectivement. Et la deuxième, bien sûr, vis-à-vis du problème du Covid, on a pris des décisions d'une manière assez hâtive, mais à ma connaissance, il y a quand même la notion de retour d'expérience. Qu'est-ce qu'on a fait et comment, en fait, améliorer la gestion de crise si ça se représente? Vous en pensez quoi? Oui, ce retour d'expérience et cette réflexion, c'est ce que j'ai dit, a cruellement manqué. Moi, j'incite régulièrement la direction à aménager un temps pour que l'organisation collective revienne sur ces moments où on a décidé et où on s'est réorganisé en fonction d'un impératif qui nous venait de la réalité, mais on ne le fait pas. Et donc, ce qui veut dire qu'on perd le bénéfice de cette situation pour réfléchir sur d'autres situations, alors qu'elles soient sanitaires et à venir, mais qu'elles soient surtout climatiques, parce que le problème de la situation climatique, c'est que pour le moment, on ne fait pas grand-chose, justement. Le constat, c'est ça. On a beau dire qu'on fait, en réalité, on ne fait pas grand-chose. Après, c'est une question de description. Effectivement, on peut dire on n'a pas la volonté politique, on n'a pas les moyens politiques. Moi, je parle, la notion a été utilisée tout à l'heure, d'organisation, parce que je pense que c'est un effet des organisations d'éloigner, comme j'ai dit tout à l'heure, la réalité. C'est-à-dire que l'organisation, ça c'est une thèse philosophique ou sociologique discutable, l'organisation, elle est aveugle à son environnement. Donc, il faut lui donner des yeux. Et il faut constamment la ramener en fait à son environnement. Et l'environnement, il peut être naturel, mais l'environnement, il peut être aussi économique, etc. D'autres questions ou remarques? Oui. Oui, merci pour votre présentation. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le temps politique qui, je vais lancer un peu le pavé dans la mare, est-ce que c'est le temps politique qui justement influence ces décisions? Quand vous parlez du temps politique, vous parlez du mandat en fait. Vous parlez du mandat, c'est ça? Oui, voilà. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Oui, c'est un des grands freins à l'action politique de long terme. Mais je voudrais attirer votre attention sur le long terme. On a parlé de trajectoire tout à l'heure. Le long terme, c'est le cagibi dont on a besoin pour ne pas décider. En fait, une décision politique, c'est maintenant. Et on l'a vu pour le Covid. Et souvent, les politiques utilisent les trajectoires, les rapports du GIEC, etc., comme un alibi, justement, pour ne pas agir. Et c'est ça qui est terrible dans l'organisation, c'est que les notions d'anticipation, qui sont évidemment nécessaires au plan scientifique, au plan politique, ça devient le moyen, justement, de reporter le problème à l'avenir. Donc, pour des raisons électorales, ça c'est sûr. Alors qu'un autre fonctionnement d'organisation pourrait inverser les choses. Nous, on a fait l'expérience en 2012 à Châtellerault, on a appelé ça stress, alors ce n'était pas climatique, c'était stress énergétique. On a simulé une situation dans laquelle on avait, et ça a évidemment un écho actuel, moins 30% de ressources énergétiques disponibles. Ben, vous avez ça qui vous tombe sur la tête, vous êtes bien obligé de décider, autrement dit d'arbitrer entre les serres qu'on veut chauffer, les gymnases qu'on veut chauffer, la piscine, etc. Là, vous êtes face à une situation où vous décidez. Et vous avez beau avoir un mandat de 3, 4, 5 ans ou 6 ans, peu importe, vous êtes face à une réalité qui vous impose une décision, de prendre une décision, avec le risque, effectivement, que comporte toute décision. Oui. Oui, merci Philippe pour cette présentation. Donc, concernant le
revenir au principe de réalité, les plans climat, air et énergie territoriaux, qui sont on peut dire des débuts de réflexion sur l'adaptation, ils ont été réalisés, en tout cas pour le programme d'action, à la fois par rapport aux ressources disponibles de la collectivité, du Grand Châtel-Rodet par exemple, par rapport au consensus aussi avec les acteurs, et dans le cadre des moyens, en tout cas des différentes priorités sociales, économiques du Grand Châtel-Rodet. Vous avez dit que la planification écologique, c'est peut-être un concept, mais dans l'application, ça risque de poser des problèmes. Supposons que l'exécutif au niveau national décide par injonction au niveau des collectivités, de tracer des priorités et de massifier les actions. La position des collectivités dans ce cas serait de réclamer des moyens, ou est-ce qu'elle peut comme ça obtempérer et redéfinir, parce qu'il y a quand même toujours cet aspect réglementaire et les moyens dévolus à l'action proactive pour le climat, pour l'adaptation, etc. Si on vous transfère un référentiel, les moyens, je pense que vous prendrez, mais si un référentiel pour travailler transversalement, pour définir des priorités sans les ressources qui vont avec, je pense que là, ça va se bloquer. Merci Mohamed de ta question, mais elle est trop difficile, je ne peux pas y répondre. C'est-à-dire, il y a une hypothèse. Est-ce que tu crois franchement à l'hypothèse d'une décision de l'État sur une planification qui concernerait l'ensemble des domaines de la société et qui s'imposerait aux collectivités? Moi, je pense que précisément, il faut faire la critique de cette notion de planification utilisée actuellement pour montrer que ça ne correspond précisément pas au fonctionnement de la société et ça ne correspond certainement pas à une politique de décentralisation comme on l'amène depuis 30 ans. Voilà. Oui, donc premier point. Et puis deuxième point, eh bien, si on estime que les collectivités doivent attendre de la réglementation, alors on est de nouveau dans cette capacité qu'ont les organisations à ne pas faire. Et précisément ce qu'on peut reprocher aux collectivités, à certaines, alors ce n'est pas la même chose pour toutes les grosses collectivités, on a parlé de Bordeaux sur les îlots de chaleur, mais Lyon fait un travail exceptionnel depuis aussi plus une dizaine d'années. Il y a des initiatives dans des collectivités qui ont les moyens qui se passent évidemment du réglementaire. Mais si on dit que les collectivités doivent attendre du réglementaire, alors on perd précisément leur capacité d'initiative. Et c'est bien là qu'il faut un autre discours, c'est-à-dire habituer les élus à décrire leur organisation d'une autre façon pour pointer du doigt les situations dans lesquelles eh bien, le principe de réalité leur demande de prendre des décisions et pas de reporter après le mandat. Voilà. Merci.